génération suivante, c'est plus vraiment une plante sauvage. Même si on dit toujours que c'est une plante sauvage, que c'est parce qu'on ne l'a pas volontairement modifiée. Donc la rabette des dames, où est-ce qu'on la trouve dans le monde? Bah, là, je vous ai coupé une carte avec toutes les régions du monde où elle pousse naturellement. Alors ça va du nord de l'Europe jusque dans la zone des îles du Cap-Vert. Alors dans l'hémisphère sud, donc c'est l'hémisphère nord où on la trouve naturellement. Dans l'hémisphère sud, on la trouve, mais entre guillemets naturellement, parce que c'est l'homme qui l'a amenée. Alors ce que vous allez essayer, c'est de me dire de quel pays elles viennent. La République tchèque, il est à côté de l'Italie et le Cap-Vert à côté de la République tchèque. Oui, wow, c'est bien ça. Donc Cap-Vert, République tchèque. Qui est-ce qui vient de montrer le Japon? Vas-y, viens. Oui, les îles du Japon, très bien. Là, pour l'écrire, les pauvres. Elle fait preuve de largesse, ça veut dire quoi? Large. Quelle est? Ah, c'est celle-là. Je sais pas, et regarde, laquelle il y a plus large? Celle-là. Ah non, on avait besoin la faire. Ah oui, d'accord, parce que j'ai des traînes aussi. Pour ça, de telle sorte que tu vas être tout seul. Le potager du roi a été créé à la demande du roi. Et comment il s'appelait le roi? C'est Louis XIV. Louis XIV. Et comment on surnommait Louis XIV? Le roi Soleil. Soleil. Et donc le roi Soleil voulait avoir un grand potager. Donc il a demandé à son jardinier qui était spécialiste en jardin fruitier et potager de lui créer un potager ici même. Et il a été créé par le jardinier qui s'appelait Jean-Baptiste Lacantini. Donc c'est un artichaut. Donc là, tout le monde reconnaît l'artichaut. Hein. Et l'artichaut, en fait, c'est un légume dont on va manger la fleur. En fait, cette partie-là, donc, c'est la fleur de la plante, mais qui n'est pas encore ouverte. Hein. Il y a quelque chose qui était très à la mode à l'époque de Louis XIV et qui est très à la mode aujourd'hui. Ce sont les fleurs comestibles, c'est-à-dire des fleurs que l'on mange. La plus connue, il y a la capucine. Donc, quand on mange la fleur de capucine, en fait, c'est comme manger du radis, on a un goût de radis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la violette, pensée, bourrache. Voilà, il en existe beaucoup. Et la fleur que je veux vous faire, s'il y en a qui veulent essayer, c'est le népéta. Vous prenez la petite fleur violette qui est là, vous la détachez, comme ça, et normalement il ne doit pas avoir les bractées, donc les trucs autour.
et vous mangez ça comme ça. Ah, d'accord. Et il y a vraiment un petit goût particulier. Alors, Evelyne? C'est trop bon. Ouais, entre le thym et la menthe en fait. Ça pue un peu. Là, l'odeur serait moins fan. Les gélénotes aussi, pas encore moins fan. C'est de la C'est. Si c'est pas du fenouil. C'est où ça? Ah, c'est vrai qu'en général, tout le monde me dit réglisse, anis. Ah oui, on Moi, je me bats toujours les yeux, je peux pas être. C'est une qui s'appelle la ronde de Florence, violette de Florence. Et donc, pour l'histoire vite faite, il faut savoir que le roi adorait les fraises. Sauf que le problème, c'est qu'il en a mangé, remangé, et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plus. Pas loin. Il est tombé malade. Il a fait une petite crise d'urticaire. Donc, il avait des plaques et tout. Et son médecin lui a dit, bah, faut arrêter les fraises et changer un petit peu de fruits. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a jeté son dévolu sur les figues. Vous aimez les figues? Et donc, il faut savoir que la figue, c'est pas vraiment un fruit en fait. Hein. C'est une fleur. La figue n'est pas un fruit. C'est une fleur. Donc c'est une fleur. Alors donc vous voyez l'intérieur est composé de fleurs. Donc en fait c'est un mélange de fleurs mâles et de fleurs femelles. Et pour qu'une figue commence à mûrir, il faut que l'intérieur, donc les fleurs, soient pollinisées. Et pour ce faire il y a la blastophage qui est une petite mouche. Et la femelle, et uniquement la femelle, elle va arriver. Elle pousse ici, ce qui est très bien fait d'ailleurs. C'est pour ça que naturellement il y a un trou derrière la figue. Elle pousse, elle s'arrache les ailes et poupe, elle est dedans. Une fois que l'insecte est dedans, avec son corps et ses pattes, elle va secouer les fleurs et ainsi secouer le pollen. Et c'est comme ça qu'une figue commence à mûrir. Mais c'est pas fini. Parce que la mouche ne va pas faire ça de manière gratuite. Elle va se servir de la figue comme abri. Pour les œufs. Elle va pouvoir pondre ses œufs dedans, sans être attaquée par les probables prédateurs. Et donc les œufs vont éclore, ça va donner des larves. Les larves se baladent à l'intérieur, quelques déjections au passage, hein, mais ça arrive. Et ensuite, donc les larves ressortent du fruit. Ah bon, je crois qu'il restait dedans. Non, mais attends, c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Parce que dans 85% des cas, la mère, elle, est épuisée et elle meurt à l'intérieur. Qui veut quand même goûter? Moi. C'est un fruit. T'as jamais goûté de la figue? Et la maison qui est à côté, ça c'est le cadeau que le roi fait à la fête pour le remercier d'avoir créé le jardin.